Actualité politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Si vous nous rejoignez, notre invité cette semaine, Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Europe 1, ancien correspondant à Jérusalem et à l'occasion des 10 ans de la mort de Yasser Arafat, vous publiez cette enquête passionnante et remarquable, l'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien aux éditions de l'Archipel. Alors, vous êtes procuré l'intégralité du compte-rendu médical effectué par les médecins de l'hôpital militaire de Percy, dans les Hauts-de-Seine, en France. Et au-delà de tout ce que vous avez rassemblé, on s'aperçoit en lisant votre livre à une évidence, c'est que Yasser Arafat a été assassiné. Moi, c'est la conviction que j'ai, et c'est effectivement ce que les documents que je publie, je pense, apportent de façon scientifique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement ce rapport d'hospitalisation dont vous parlez, qui raconte d'une certaine manière l'agonie du Raïs pendant un mois, des premières douleurs intestinales qu'il ressent le soir du 12 octobre à la Moukata, à Ramallah, à son décès ici en France, à l'aube du 11 novembre, donc vraiment 30 jours. Et on a déjà, à travers ce rapport, on a à la fois les symptômes qui apparaissent, l'évidence que l'on n'a pas le tableau clinique d'un homme qui est mort de sa belle mort à 75 ans, fatigué, cabossé par les épreuves de la vie qu'il avait subies, effectivement, et par le confinement à la Moukata. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai voulu ajouter à cela. C'est évidemment le croisement des expertises, on y reparlera tout à l'heure, qui ont été effectuées par les Français, les Russes et les Suisses, et qui arrivent à des conclusions divergentes, mais qui tous acceptent de dire qu'on ne peut pas s'en tenir à la thèse de la mort naturelle. Mais assassiné par qui? Pourquoi? Même peut-être par l'intérieur de son camp? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure, effectivement, parce que nous sommes en 2004, et à cette époque, l'ennemi, je dirais, officiel, évident du président palestinien, c'est le gouvernement israélien de l'époque, dirigé par Ariel Sharon, qu'il a d'ailleurs fait enfermer à la Moukata depuis 2 ans et demi, depuis début 2002, mais il y a aussi à l'intérieur de la mouvance palestinienne, vous avez raison, un certain nombre d'ennemis qui commencent à s'impatienter de la longévité du Raïs et qui envisagent de prendre sa place. On parlera notamment peut-être tout à l'heure d'un certain Mohamed Dakhlan. On va y revenir, mais déjà ça commence par le repas. Le repas où il est donc, vous le disiez, il est confiné à la Moukata, ça fait 2 ans et demi. Et là, la veille de ses premiers symptômes, lui, Yasser Arafat, on apprend en lisant votre livre qu'il fait des repas très simples, il mange presque pas de viande, c'est très frugal. Donc finalement, comment est-ce que tout ça arrive? C'est très étonnant. Il a une certaine hygiène de vie, Yasser Arafat. C'est un empoisonnement dont vous parlez. Non, on ne sait pas. On sait pas très bien. C'est l'hypothèse d'une toxine, d'un produit qui a pu être glissé soit dans son alimentation, soit dans ses boissons, soit dans sa médication. C'est les éléments qu'il absorbe régulièrement, bien entendu, parce qu'il est quand même, il s'entretient dans des conditions assez difficiles. Il voit peu la lumière du jour, il voit peu le soleil. Depuis quelques mois, la passerelle qui lui servait de promenoir à la Moukata, Christian connaît bien les lieux, a été détruite par l'armée israélienne. Donc il a une situation quand même physique de confinement qui l'oblige à s'entretenir et à survivre dans cette situation. Donc à partir du 12 octobre au soir, il ressent effectivement des symptômes d'une crise intestinale majeure qui vont se répéter de jour en jour. Et qui vont s'aggraver. Qui vont s'aggraver. Et les médecins qui viennent à son chevet, d'abord localement, les médecins palestiniens, les médecins jordaniens voisins, le docteur Al-Kourdi, qui est son médecin de longue date, médecin personnel, qui a soigné les rois hachémites d'ailleurs de Jordanie, qui est un très grand médecin, n'arrive pas à trouver la clé en disant oui, une crise intestinale, mais quand même les symptômes sont de plus en plus graves. Et c'est pour ça qu'au bout de 15 jours se pose la question de transférer Yasser Arafat pour le faire soigner dans un milieu médicalisé très sophistiqué. Et c'est l'hypothèse de la France qui est évoquée, qui est choisie. C'est son ami, comme il le disait souvent quand il y avait des problèmes, c'est son ami le docteur Chirac qui est intervenu. Voilà. D'ailleurs, c'est le premier ministre palestinien de l'époque, Ahmad Korey, Abou Allah, qui lance l'idée tout d'un coup devant Arafat en disant « Et Jacques Chirac ?» Et le seul nom, l'évocation du nom de Jacques Chirac dessine un sourire sur le visage d'Arafat qui, ah bah oui, demandez à la France, on demande à l'Élysée le lendemain, et le président Chirac est en train de déjeuner, donne son accord en quelques secondes en disant, mais bien sûr, il est le bienvenu ici. Alors, 2 femmes sont majeures au moment où Yasser Arafat arrive en France, c'est soit sa femme et Leïla Chaïd, qui sont les 2 tenues finalement dans la confidentialité du fait que Arafat est là en France.
Oui. Et donc, c'est elles qui interviennent. C'est elles qui au début, il est admis dans une aile qui est publique. Il n'est pas du tout dans une aile pour personnalité, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Et au fur et à mesure, même ces analyses, personne ne sait que c'est Yasser Arafat. Il y a des noms... Il y a des noms, des noms secrets, des noms d'emprunts qui sont donnés à ces analyses. Mais entre ces deux femmes que vous décrivez, soit Arafat et Leïla Chaïd, il y a en plus des tensions assez fortes. C'est-à-dire que Leïla Chaïd est un peu la gardienne du temple, veut que politiquement, quand même, on explique à l'opinion ce qui se passe, ce qui arrive au président palestinien, que les relations avec les diplomates français ou arabes qui lui rendent visite soient maintenues, alors que soit Arafat est beaucoup plus tendue, beaucoup plus nerveuse. Elle va même jusqu'à barrer presque la porte d'entrée de la chambre de Yasser Arafat au président Chirac, ce qui donne lui une scène un peu étrange. Mais elles sont toutes les deux là, effectivement, pour faire en sorte que la dernière phase soit sur le plan de la communication. Donc on sait que c'est la dernière phase à ce moment-là. Pardon ? On sait qu'on est en dernière phase. On le sait, si vous voulez, au bout de 5-6 jours, quand il tombe dans le coma, où là, beaucoup ont le sentiment qu'il n'en sortira pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu quand même particulier de Souha Arafat, sa femme? Moi, vous parliez de ces deux femmes, Leïla Chaïd et Souha Arafat à l'instant. Moi, je pense qu'il y en a une pour laquelle j'ai un plus grand respect, qu'est Leïla Chaïd. Oui. Et Souha Arafat, manipulatrice, intrigante. Est-ce qu'elle a joué un rôle là-dedans? Vous savez, j'ai intitulé le chapitre concernant Souha Arafat « L'épouse non grata ». Parce que finalement, elle n'a jamais été admise dans le cercle politique. Elle n'a presque jamais mis les pieds, il faut bien le dire, en Palestine, c'est étrange à dire. Mais ça a été une épouse un peu fantomatique par rapport à Arafat. Certes, ils ont une fille en commun qui est née en Palestine en 1995, Zawa, qui n'a donc que 8 ans quand Arafat décède, 8-9 ans. Et donc, effectivement, elle a un rôle très particulier parce qu'elle est arrivée dans l'ombre d'Arafat en étant son assistante logistique, en organisant notamment une visite très réussie d'Arafat en France en 89, où là on se dit elle a d'énormes capacités, mais en même temps elle n'est pas reconnue par les milieux politiques. Leïla Chaïd, c'est un tout autre parcours, c'est le parcours d'une militante. C'est pas sa femme. C'est pas sa femme. Elle est représentante de la Palestine en France pendant des années. Vous disiez gardienne du temple, et vous avez raison. Voilà, et ensuite elle a été en poste à Bruxelles qu'elle vient de quitter il y a quelques semaines. Donc elle a une dimension politique tout à fait autre. C'est une femme politique. Et elle mesure ce qu'est l'importance symbolique aussi de l'extinction du chef palestinien en France. Alors, Emmanuel Faux, vous privilégiez la thèse de l'assassinat. Qui avait intérêt à le tuer en octobre 2004 ? Alors, je le disais tout à l'heure, on évoque très souvent, bien entendu, du côté israélien, on le sait, le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, a évoqué à plusieurs reprises tout haut l'idée d'en finir avec Arafat. Ça voulait dire s'ils avaient eu envie d'en finir, ils auraient pu attendre avant la Moukata. Non, mais attendez, il évoque ça tout haut, devant ses proches conseillers, Dov Weissglass notamment, qui est vraiment son Jacques Attali, si je puis dire, homme très proche, son bras droit sur un certain nombre de tâches, le ministre de la Défense, Shaul Mofaz, à qui il s'en offre et qui est aussi l'homme quand même des tâches délicates et qui a la main sur l'armée. Et à chaque fois, on lui dit non, c'est trop dangereux, c'est risqué, Arafat n'en sortira pas vivant, il y aura des dizaines de morts, ça va compliquer les choses. Donc on s'arrête là. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de la mouvance palestinienne, encore une fois, il y a une espèce d'opposition interne sourde qui se développe vis-à-vis d'Arafat, vis-à-vis du traitement d'un certain nombre de choses, de la gestion de l'autorité palestinienne tout simplement, de ce qu'on a appelé la corruption du système, etc. Oui. Et notamment Mohamed Dahlan, qui a été son homme de la sécurité, l'homme de la sécurité préventive à Gaza dans les années 90, petit à petit se dit pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que moi-même je n'incarnerai pas l'avenir de cette autorité palestinienne, compte tenu de l'expérience que j'ai ? Et il commence à trouver le ton long, et j'apporte, si vous voulez, des éléments très, très précis pour terminer sur ce point-là qui est important. C'est que d'abord, à l'été 2003, Mohamed Dahlan, qui est au contact régulier avec les autorités israéliennes du fait de ses fonctions, écrit à Shaul Mofaz, le ministre israélien, en lui disant « Nous sommes conscients qu'il faut envisager l'après-Arafat, mais laissez-nous faire à notre manière et pas à la vôtre. » La menace est lourde. Quelques mois plus tard, nous avons une tentative de complot qui échoue parce que Dahlan essaye de voir s'il peut avoir des complicités à la Moukata. À l'été 2004, 3 mois avant la mort d'Arafat, ce complot échoue. Et puis enfin, il y a cet élément qui m'est arrivé, si je puis dire, tombé du ciel pendant l'écriture de votre livre. Pendant l'écriture de l'enquête. Le 10 mars dernier, 2014, le président Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, prononce un grand discours devant l'autorité, le comité directeur de l'OLP, qui est censé être un discours politique. Et à mi-chemin de son discours, il s'arrête et il dit maintenant, nous allons parler du cas Mohamed Dahlan, savoir quel rôle il a pu jouer dans l'élimination du président. Et pourquoi Arafat. Il en parle comme ça en mars 2014 ? Pourquoi ?
Quel est son intérêt à lui politique déjà pour Mahmoud Abbas? Alors il y a un intérêt politique, vous avez raison, c'est que d'abord Mahmoud Abbas est quand même vers la fin de son règne. Il est en, si je puis dire, en prolongation déjà de son mandat présidentiel. Il est octogénaire, pas si âgé que ça, mais il approche effectivement d'un âge limite. Surtout, il a été réélu pour un mandat qui est largement dépassé. Et puis il y a des attaques qui sont lancées contre lui, notamment, il faut le dire, par Souha Arafat, la veuve, qui, quand elle dit qu'elle pense qu'il y a eu empoisonnement de son mari, pense à l'entourage de Mahmoud Abbas. Donc il y a une espèce de contre-attaque de la part de Mahmoud Abbas. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une guerre d'influence entre tous ces gens que vous mentionnez, pour qui beaucoup sont des gens corrompus, qui ont mis la main, si je puis dire, à la caisse, au trésor de l'OLP, le pétrole, parce qu'ils touchaient quand même pendant des années $1 par baril saoudien. Ils s'en sont mis entre guillemets plein les poches, les Saeb Erakat, les Darlan et autres. Est-ce qu'il n'y avait pas une course non plus effrénée, si je puis dire, à la prise de pouvoir? Darlan a d'ailleurs lui-même inventé, vous le savez, une taxe spéciale, la taxe Carni, pour le passage des marchandises et l'entrée à la bande de Gaza, dont on suppose qu'il a détourné une partie des fonds. Et il est aujourd'hui déclaré non grata sur le sol palestinien parce qu'il est poursuivi potentiellement. Alors, il est où Darlan aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devient? Il navigue entre les Émirats, il est a priori basé à Dubaï, et on le voit de temps en temps en Égypte. Il n'est pas encore à Qatar. Voilà, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Mais si vous voulez, il ne peut plus remettre les pieds physiquement en Palestine. Le président Mahmoud Abbas le ferait arrêter à son arrivée à l'aéroport. Absolument. Alors, donc, il y a deux hypothèses. Donc, il y a Souha Arafat qui, elle, accuse l'entourage de Mahmoud Abbas. Oui. Mahmoud Abbas qui, lui, suggère la piste aussi intérieure. Par Darlan. Et le président de la commission d'enquête palestinienne qui lui dit que c'est 100% israélien. Qui désigne Israël, absolument. Alors, vous, votre intime conviction après... Oui, c'est intéressant, ça. Je pense que, visiblement, d'abord, la commission palestinienne tarde à remettre ses conclusions parce qu'il y a un embarras, justement, du fait de ces deux pistes internes qui sont évoquées. C'est que la piste du 100% Israël est une piste qui n'est pas retenue de façon probante, je dirais convaincante, par ceux qui mènent l'enquête. Donc, le président Tawfiq Tiraoui, le président de la commission palestinienne, tarde à remettre ses conclusions. Alors maintenant, après, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est qu'on peut très bien évoquer une piste d'Arlan qui soit combiné avec un accord des Israéliens qui était très proche de lui et qui éventuellement aurait fourni le produit. Il aurait manipulé. Et donc, Darlan serait l'instrument d'une piste, il serait le convoyeur du produit et du poison, de la toxine. Ça, malheureusement, nous n'aurons pas la clé. Et je vais vous dire, nous aurons d'autant moins la clé que la difficulté aussi, c'est que la Moukata, malgré tous les contrôles qui existaient, les autorités israéliennes avaient l'œil sur les produits qui pouvaient entrer dans la Moukata. Vous aviez aussi les visiteurs qui arrivaient comme ça et qui pouvaient remettre une boîte de chocolat par-ci, un cadeau pour faire plaisir à Arafat sur la table. Il les posait sur la table, il les mangeait ou il les mangeait pas, il les partageait avec ses convives ou pas, mais tout ça était assez peu contrôlé. Donc il y a aussi, si vous voulez, une troisième voie qui n'est pas exclue, c'est un visiteur mal intentionné. Mais malgré tout, politiquement, pour revenir à des choses concrètes, il est évident que les deux ennemis les plus déclarés, les plus évidents de l'année 2004 sont Israël. Mais Israël, je dois dire, a moins intérêt à l'élimination d'Arafat fin 2004 compte tenu de la baisse de son poids politique, du fait qu'il est confiné à la Moukata. Il n'a plus la main vraiment, Arafat, fin 2004, et les ennemis de l'intérieur, type Darlan, qui, eux, ont vraiment intérêt à ce que le raïs s'éteigne pour prendre la relève. J'aimerais avoir votre opinion. Comment vous situez aujourd'hui cet octogénaire, Mahmoud Abbas, par rapport à Arafat? Est-ce que, pour moi, Arafat, ça a été un manipulateur, quelqu'un qui faisait, et je cite Madeleine Albright, un pas en avant, 3 pas en arrière, qui a fait capoter un certain nombre d'accords, dont l'accord de juillet 2000 qui aurait pu avoir lieu à Camp David, dit Madeleine Albright, entre Barak, Ehud Barak, Bill Clinton et Arafat, et Mahmoud Abbas au milieu. Comment vous jugez tout ça? Alors d'abord, sur le point d'histoire, Camp David 2000, je pense que la chose est plus compliquée, puisque vous le savez, on est dans un contexte préélectoral. Ehud Barak est en fin de mandat, les élections vont arriver. Il veut sauver une majorité pour le parti travailliste qu'il ne sauvera pas d'ailleurs, mais pour la sauver, il pense qu'il n'a pas intérêt à arriver avec un accord totalement bouclé avec les Palestiniens, et finalement, il choisit de ne pas conclure. Donc c'est pas Arafat qui a fait capoter. Voilà, c'est ça, il y a une combinaison. Et aujourd'hui, alors, Abbas, comment vous le percevez, Emmanuel Faux? La différence, si vous voulez, je crois que Yasser Arafat a incarné quand même la synthèse
presque des contraires, mais à l'intérieur de l'autorité palestinienne. Il était l'homme du peuple palestinien, y compris reconnu et respecté dans la bande de Gaza, malgré toutes les turpitudes, tout ce qu'on vient de dire sur les prévarications, etc. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas est le roi d'une partie du royaume. C'est-à-dire, il règne sur la Cisjordanie, comme on le sait. Il est l'incarnation du Fatah, qui s'est opposé depuis de longues années à la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Mais il n'a aucun pouvoir face au Hamas. Il n'a aucun pouvoir face au Hamas. Donc déjà, il n'est plus l'incarnation du peuple réuni. Et je crois qu'aujourd'hui, la difficulté et à mon avis, l'erreur politique que fait le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, c'est d'affaiblir encore plus le président Abbas dans son petite baronnie de la Cisjordanie, alors que déjà, il n'est plus... C'est le seul interlocuteur. C'est le seul qui peut faire la synthèse et redevenir vraiment la partie entière qui discuterait avec les Israéliens. Emmanuel Faux, vous connaissez bien cette région. Qui pourrait aujourd'hui être l'interlocuteur privilégié pour régler la question palestinienne, si ce n'est pas Mahmoud Abbas? Qui voyez-vous? Alors d'abord, je vais vous dire, je pense qu'on est arrivé à un tel point, un tel paroxysme de violence. On l'a vu avec l'attentat de la synagogue d'il y a quelques semaines, avec les violences qui ont pris, si je puis dire, comme instrument l'esplanade des mosquées et mont du Temple de Jérusalem, qu'on n'arrivera pas à une solution sans une partie tierce. Mais est-ce qu'il y a un interlocuteur en ce moment? Il faut que l'ONU, il faut que les Européens s'en mêlent. Mais la figure, il y en a peut-être une. Elle est en prison, condamnée à des peines de perpétuité multiples. C'est Marwan Barghouti. L'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien, c'est aux éditions de l'Archipel. Je vous souhaite une belle semaine sur i24 News. À la semaine prochaine.